Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel ce samedi 23 novembre 2024. Bienvenue en tout cas sur cette plage informative d'Elvic TV. Nous allons, comme d'habitude, vous donner les premières informations de la journée. Nous commençons donc par la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle cruciale, capitale pour le pays, mais aussi au-delà du pays, pour toute la sous-région ouest-africaine, pour la stabilité politique, sociale, économique donc de cette zone. Il y a des candidats déclarés, des candidats non déclarés. Bon, on ignore pour l'instant si M. Alassane Dramane Ouattara partira pour cette élection, s'il sera candidat ou s'il va choisir quelqu'un d'autre pour lui succéder donc disons à la magistrature suprême. Non, mais déjà qu'il faut que cette personne donc soit candidate et qu'elle puisse gagner l'élection. Tant l'environnement est incertain actuellement en Côte d'Ivoire après donc l'échec lamentable du RDR. Tous les signaux sont au rouge et les acteurs politiques entendent bien faire ce qui est en leur pouvoir donc pour faire avancer les choses à cet effet. Que ce soit au PDCI, RDA ou au PPACI, les états-majors se mobilisent. Et le PPACI, pour commencer donc par ce parti, a fait une évaluation de cette opération d'enrôlement sur la liste électorale qui s'est déroulée du 11 octobre au 17 novembre dernier. Nous allons écouter le professeur Hubert, non, c'est plutôt professeur Danon Guégué, porte-parole donc du PPACI, qui a pris la parole pour évaluer cette opération d'enrôlement sur la liste électorale. On l'écoute. Les derniers jours de l'enrôlement ont permis de révéler un engouement autour de l'inscription sur la liste électorale. Les équipes de la CEI étaient débordées. La plupart de ceux qui ont pris d'assaut les centres d'enrôlement à la dernière minute sont des primo-votants. Ce sont des jeunes, mais c'est aussi des adultes qui ont décidé de venir se faire enrôler parce que l'enjeu était grand. Deuxièmement, le processus d'enrôlement a eu lieu. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? Nous les appelons des résultats catastrophiques de l'enrôlement. Je l'ai dit tantôt, sur 4,5 millions d'électeurs prévus par la CEI, cette structure n'a enrôlé que 800 000 personnes, soit 20% du taux des primo-votants attendus. C'est tout simplement ridicule. Quand on sait que des milliers d'Ivoiriens n'ont pas pu être enrôlés par la faute de l'administration territoriale et judiciaire. Vous savez très bien, les demandes de documents administratifs n'ont pas été satisfaites jusqu'au dernier jour. C'est à croire que ces dernières, je veux dire l'administration territoriale et judiciaire, c'est à croire que ces structures ne veulent pas que les Ivoiriens se fassent enrôler. Le nombre de partisans de Laurent Gbagbo dans cet enrôlement de 800 000 personnes, le nombre de partisans de Laurent Gbagbo qui ont été laissés pour compte, donc qui n'ont pas pu se faire enrôler, s'élève, tenez-vous bien, à 120 570 personnes. 120 570 personnes au moins. Parce que les données sont en train d'arriver. C'est ce que nous avons pu collecter que je vous donne. Aujourd'hui, nous dénombrons 120 570 personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler, tout simplement parce que les documents sont dans les administrations, on n'a pas pu leur fournir les documents, et ceux qui ont eu les documents n'ont pas pu se faire enrôler parce qu'il était trop tard, selon la CEI. Je vais donner ici quelques noms ou quelques chiffres de la région. Donne-moi une minute. Si on prend la région d'Abidjan, nous comptabilisons environ 21 000 personnes qui n'ont pas pu se faire enrôler et qui ont leurs documents en main
ou alors qui ont leurs documents dans les administrations préfectorales, dans les mairies ou l'administration judiciaire. Quand je vais dans la région de Boclé, près de 4000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Quand je vais de la Nawa, près de 33 000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Je viens dans le Go, près de 8 000 personnes n'ont pas pu se faire enrôler. Dans le Lot du Bois, 7 000. Dans la Mé, 4 000. Cavali, 10 000. Et dans la Maraoué, 10 000. Je sautais le Haut-Central, qui dénombre à peu près 8 000. C'est tout ça qui fait 120 000 à 125 000 minimum au jour d'aujourd'hui. Ça continue. Et ça, c'est le résultat de 19 régions sur 33. Donc vous imaginez aussi toute la Côte d'Ivoire, ce que ça pourrait représenter. C'est pour dire qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont laissés au bord de la route. Des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas pu se faire enrôler et qui souhaitaient participer à l'élection de 2025. Aujourd'hui, je me tiens donc devant vous à nouveau, chers amis de la presse et des médias, pour exprimer le point de vue sans complaisance du PPACI sur la clôture de l'opération de révision de la liste électorale, pour dénoncer l'échec de la révision de la liste électorale. L'échec de la révision de la liste électorale, comme nous l'avions pressenti. Cet échec se résume en 3 points principaux au plan national. Premier point, c'est la durée insignifiante de la période prévue pour l'enrôlement sur la liste électorale. Vous avez vu comme nous qu'au bout de 3 semaines, la CEI n'a enregistré que 500 000 inscrits. Et c'est la dernière semaine, la semaine des rallonges, qui a permis d'inscrire 300 000 personnes supplémentaires. Cela veut dire tout simplement qu'il y a le potentiel, que les populations sont là pour se faire enrôler, mais on ne leur a pas donné le temps nécessaire pour se faire enrôler. D'où le problème de la rallonge, de la prolongation de la période de l'enrôlement. En deuxième lieu, les tracasseries dans l'opération dans l'obtention des documents administratifs requis pour l'inscription sur la liste électorale. Là aussi, on vous l'a dit plusieurs fois, que l'administration préfectorale, l'administration municipale, l'administration, j'allais dire, judiciaire, tous ceux qui devaient contribuer à délivrer des pièces aux populations ont observé, j'allais dire, des obstacles et ont été un engorgement incroyable, un goulot d'étranglement qui a fait que les populations n'ont pas pu avoir leurs pièces à temps pour se faire enrôler dans la date qui était impartie. Donc les tracasseries administratives ont empêché les Ivoiriens à aller se faire enrôler. À cela, on ajoute les anomalies et les dysfonctionnements dans le processus de révision de la liste électorale. De nombreux cas de fraude ont été constatés. Au niveau international, la situation n'est guère reluisante. Par exemple, dans les pays de l'AES, la CEI a décidé de ne pas mettre en place des bureaux d'enrôlement. Niger. Voilà, vous avez écouté donc le porte-parole, en tout cas un des porte-parole du PPACI, le professeur Danon Djedje, qui a donc pris la parole publiquement pour dénoncer cette mascarade orchestrée par la CEI donc dirigée par Kouive Koulibaly, qui est plutôt clivant du côté du RHDP, qui bâcle cette opération d'enrôlement qui pourrait donc conduire à une élection contestée et à des troubles, des violences en Côte d'Ivoire au soir donc du premier tour de l'élection présidentielle. Aussi, le RDF venait donc à s'octroyer la victoire. Voilà, à la fin du processus électoral. Monsieur Danon Djedje a parlé par exemple de ces 120 000 personnes sur 19 régions uniquement. C'est un décompte qui ressort après avoir totalisé le nombre de personnes de son bord politique qui souhaiteraient se faire enrôler et qui n'a pas pu. Donc 120 000 personnes dans juste 19
régions sur 31 en Côte d'Ivoire. Donc, il y a les chiffres d'environ 12 autres régions. Donc, ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont restées sur le bord de la route. Il y a aussi des centaines de milliers de sympathisants militants d'autres partis de l'opposition tels que le PDCI-RDA, de même que de petites formations politiques ou même des primo-votants qui ont tout simplement souhaité se faire enrôler pour participer à cette opération donc de révision de la liste électorale pour exercer leur devoir citoyen. Donc, à cet effet, les partis politiques ne vont pas laisser cette affaire ainsi. Il y aura bien sûr des suites. Le président du PDCI-RDA, son Excellence Cheikh Tidiane Thiam, se trouve actuellement en France. Il va discuter de cette question donc de la prolongation de l'enrôlement sur la liste électorale avec des acteurs politiques aussi qui suivent les événements en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, il va aussi se rendre aux États-Unis. Il a affirmé il y a de cela quelques jours que la communauté internationale était prête donc à financer cette opération de révision de la liste électorale jusqu'à son terme. Est-ce que le RDA va donc accepter cette possibilité afin que l'élection se passe dans les meilleures conditions possibles? C'est la question qui se pose, mais comme on le voit, beaucoup donc de leaders politiques n'ont plus actuellement confiance en ce parti qui est au pouvoir, au RDA, et aussi à toutes ces structures de l'État censées être indépendantes, mais qui sont donc inféodées au RDA. Le président Pascal Affi-N'Guessan, qui se trouve, lui, en visite aussi en France, a abordé la question sur le plateau de TV5 Monde. Il était au préalable sur France 24 et puis aussi sur RFI, mais on va l'écouter ici au plateau donc de TV5 Monde Afrique. Il est le chef du Front populaire ivoirien, le parti fondé par Laurent Gbagbo. Il pourrait néanmoins bientôt s'affronter lors de la présidentielle de 2025. Pascal Affi-N'Guessan est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes candidat, vous venez d'être investi comme candidat de votre parti à la présidentielle de 2025. C'est bien ça. Pourquoi est-ce que cette année, vous avez décidé de franchir le pas alors que vous ne l'aviez pas fait? Oh, c'est pas la première fois. J'étais déjà candidat en 2015. Précédemment, oui. Oui, en 2015 déjà. En 2020, j'étais candidat, mais comme vous le savez, nous avons été contraints à la désobéissance civile. Et donc, je reviens à la demande des camarades du Front populaire ivoirien pour défendre les couleurs de notre parti. Alors, au moment des élections législatives, en 2021, des élections locales en 2023, vous avez été sévèrement défait, vous avez quasiment plus d'élus sur le terrain. Vous-même, vous avez perdu votre siège de président de région. Est-ce que vous pensez que vous pourrez obtenir les parrainages pour vous présenter à la présidentielle? Et nous avions obtenu les parrainages en 2020. Et disons, les échecs que nous avons connus en 2023 s'expliquent. Elle constitue un accident de parcours lié au contexte, à la stratégie que nous avions adoptée d'aller en partenariat avec le parti au pouvoir, qui nous a considérés comme un potentiel adversaire en 2025 et qui a donc manœuvré pour que nous perdions ensemble l'élection locale, puisque nous étions sur une même liste. Mais je suis persuadé, compte tenu de l'implantation de notre parti, que pour avoir les investitures, cela ne posera aucun problème, comme cela n'a pas été le cas en 2020. Alors, vous parlez de l'implantation de votre parti, car il est vrai que le Front populaire ivoirien est un parti, c'est le parti d'opposition historique de la Côte d'Ivoire, fondé par Laurent et Simone Gbagbo, mais parti de gauche, parti progressiste, sauf qu'aujourd'hui, ce parti est divisé, puisque plusieurs formations sont nées de cette scission du FPI. On a aujourd'hui le parti FPI Canal Historique, si je puis dire, le parti qui vient d'être créé par Laurent Gbagbo. On a également la formation de Simone Gbagbo, qui elle aussi a son parti. Je pourrais ajouter également Charles Blé Goudé, qui est un ancien du FPI, qui a également créé son parti. Si toutes ces personnes se présentent à la présidentielle, puisque Laurent Gbagbo souhaite être candidat, Blé Goudé a également annoncé son intention d'être candidat, vous-même vous êtes candidat, Simone Gbagbo pourrait l'être aussi. Est-ce qu'au fond tout ça ne ressemble pas à la chronique d'une défaite annoncée? Pas du tout. Pas du tout, d'autant que l'élection présidentielle, c'est d'abord la rencontre entre un candidat et le peuple de Côte d'Ivoire.
C'est d'abord cela. Quel que soit le nombre de candidats, il s'agira de choisir celui que les Ivoiriens considèrent comme répondant à un certain nombre de critères, à même dans ce qui concerne la Côte d'Ivoire, de réunifier le pays, de faire la réconciliation nationale, d'aller à la rencontre de leurs préoccupations qui sont nombreuses en matière de progrès social, en matière de modernisation de l'économie, en matière de promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la pauvreté, en matière de repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international, notamment dans ses relations avec les pays membres de la CEDEAO. Et donc, sur toutes ces questions, il s'agira d'écouter les différents candidats et de faire le choix qui correspond le mieux à la situation de la Côte d'Ivoire. Et je suis persuadé que sur ce terrain-là, j'ai des atouts à faire valoir et donc la capacité de pouvoir remporter cette élection. Est-ce que vous serez candidat coûte que coûte si toutes les personnalités politiques que je viens de citer se présentent? Mais nous n'appartenons pas à la même formation politique, comme vous l'avez dit. Donc chaque formation politique a sa stratégie. Et en ce qui concerne le Front populaire ivoirien, à l'occasion du dernier congrès, les camarades m'ont fait confiance, m'ont désigné pour les représenter. Et donc moi, je ne suis qu'un soldat au service du parti. Évidemment, comme vous le dites, si bien nous appartenons à la même sphère idéologique, nous sommes issus de la même source. Et donc il est important que nous puissions envisager cette élection dans une dynamique de mutualisation de nos moyens, de manière à pouvoir remporter. Et donc, il n'est pas exclu que nous puissions nous retrouver et puis voir comment nous organiser pour l'élection présidentielle de 2025. Justement, vous avez demandé une rencontre avec Laurent Gbagbo. Pour l'instant, vous n'en avez pas eu. Où en sont vos relations avec les différentes formations issues du FPI, les différentes personnalités politiques issues du FPI? Et est-ce qu'une rencontre est prévue prochainement avec l'ancien président Gbagbo? Oui, c'est ce que nous avons traduit à une délégation que le président Gbagbo nous a envoyée dans le cadre d'un appel qu'il a lancé dernièrement en faveur d'un rapprochement de toutes ces formations politiques. Avec MJC de Simone Gbagbo, nous n'avons aucun problème, idem en ce qui concerne le COGEP. Et donc c'est avec le PPACI du président Gbagbo que nous avons entretenu des rapports assez difficiles ces dernières années. Mais les temps ont changé. Il y a un nouvel esprit qui est en train de naître. Vous avez une date de rendez-vous avec lui? Je crois qu'à mon retour, nous avons manifesté donc cette intention qu'il faut que nous nous revoyions au-delà de l'appel, au-delà des propositions qui ont été faites par l'écrit. Il est bon que nous deux, nous puissions nous retrouver. Est-ce qu'il souhaite vous rencontrer? Pour l'instant, il n'a pas manifesté d'empressement. Non, mais il ne peut pas lancer un appel, il ne peut pas envoyer des délégations vers nous et puis refuser de nous rencontrer. Ce serait contradictoire. S'il est dans cette dynamique d'ouverture, ça veut dire qu'il est prêt à ce que nous puissions nous rencontrer pour voir comment nous surmontons nos contradictions du passé, comment nous abordons l'échéance électorale de 2025. En 2020, vous ne vous étiez pas présenté à la présidentielle parce que vous boycottiez l'élection, le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Si jamais le chef de l'État décidait de se présenter à un nouveau mandat, est-ce que vous ferez de même? Bon, je voudrais d'abord préciser qu'en 2020, j'étais candidat. Ma candidature avait été validée. Mais que nous avons été amenés à boycotter cette élection pour les raisons que vous connaissez. En 2025, il ne s'agira plus de boycotter quoi que ce soit. C'est-à-dire que même s'il y a un nouveau mandat du chef de l'État, vous irez quand même? Mais je pense même qu'il ne sera pas candidat. Logiquement, il n'y a pas de raison qu'il soit candidat, puisqu'il a annoncé lui-même qu'il n'était pas candidat. Vous ne croyez donc pas à la candidature d'Alassane Ouattara? Je ne crois pas du tout à sa candidature. Elle n'est pas la bienvenue. Elle est dépassée. Lui-même a dit qu'il s'était présenté en 2020 en violation de la Constitution pour cas de force majeure. Il n'y a plus de cas de force majeure en 2025. Il n'y a plus de raison qui puisse justifier la candidature de M. Ouattara, d'autant que cette candidature pourrait perpétuer la situation de crise que le pays connaît depuis 30 ans. Et il faut tourner la page, il en est conscient et je suis persuadé qu'il posera là qu'il faut pour que nous tournions la page de ces 30 ans de turbulence et que la Côte d'Ivoire puisse écrire une nouvelle page dans la paix, dans la stabilité et dans l'unité nationale. En cas de second tour à la présidentielle, et imaginons que vous n'êtes pas au second tour, est-ce que vous savez déjà quelle stratégie vous pourriez adopter et sur qui vous pourriez appeler à voter? Est-ce que les différentes formations politiques que j'ai évoquées, conduites par Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudet, ou peut-être aussi le RHDP avec qui vous avez déjà été allié, ou voire peut-être même le PDCI, avec quelle formation politique vous vous sentiriez suffisamment proche
pour demander un report des voix sur... Non, nous n'imaginons pas a priori cette hypothèse. Notre hypothèse, c'est que nous serons au deuxième tour et que nous appellerons les formations politiques qui ne seraient pas qualifiées et qui partagent le même espace idéologique que nous, à nous apporter leur soutien pour que nous puissions gagner ensemble et refonder la Côte d'Ivoire. Donc pour nous, l'hypothèse que vous imaginez ne nous traverse pas pour le moment l'esprit. Merci beaucoup, Pascal Afi Nguessan, président du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et candidat à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire en 2025. Merci. Voilà, vous avez écouté là M. Pascal Afi Nguessan, le président donc du Front Populaire Ivoirien, le parti historique de gauche. Il espère ainsi recréer cette grande formation de gauche qui a eu à un moment donné de l'aura dans la politique ivoirienne dans des années 90 et 2000. Donc c'est la situation ivoirienne. Nous suivons celle-là de près pour vous. Comme je vous l'ai dit, le président Thiam sera en France, ensuite aux États-Unis. Donc ne manquez pas le dimanche, voilà, demain, nous serons là pour vous diffuser donc cette rencontre citoyenne que le président du PDC RDA aura avec la diaspora ivoirienne en France. Voilà, à l'invitation donc de TACT, un mouvement politique ivoirien qui a des représentations dans la diaspora, qui organise donc cette rencontre du président du PDC RDA avec les Ivoiriens de France et d'ailleurs. Et puis, ne l'oublions pas aussi, le GPS, le parti du président Guillaume Kibafori Soro, sera quant à lui à Bruxelles ce matin. Nous en reparlerons au cours de nos éditions de la journée. Le GPS donc se rend à Bruxelles, voilà, pour une manifestation afin d'exiger du gouvernement ivoirien que Guillaume Soro soit remis dans le jeu politique en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que la manifestation sera en tout cas très suivie par les sympathisants et par les militants du GPS qui, je rappelle, sont aujourd'hui dans la ligne de mire du pouvoir abidjanais. Il y a plusieurs cadres de ce parti qui sont en prison, dans les différentes prisons du pays. Il y a assez aussi de cadres qui sont en exil, y compris le président du parti lui-même, M. Guillaume Kibafori Soro, qui se trouve actuellement exilé dans l'AES. Son parti a été illégalisé et ne peut participer à des activités politiques. Ils ont fait appel de cette décision, mais il n'y a pas encore eu un jugement. Lorsqu'on sait qu'en Côte d'Ivoire, la justice est aux ordres de l'exécutif, on peut s'imaginer aisément la suite donc qui sera donnée, la suite judiciaire donc donnée à cette affaire. Autre sujet, le Mali. Au Mali, il y a eu passation des charges entre le nouveau Premier ministre, le général de division Aboulaye Maïga, et l'ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokola Maïga. On voit les deux hommes se serrer la main, signer les documents, les dossiers, et puis les échanger. En tout cas, sous l'œil vigilant, on le voit là, du portrait officiel du président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali. Et le Premier ministre Choguel Maïga avait été démis de ses fonctions il y a de cela quelques jours, après être sorti de façon un peu dure, donc décriant qu'il était mis de côté et qu'il ne pouvait pas, donc il était souvent pris au dépourvu de certaines décisions. On souhaite donc un succès franc au général de division Aboulaye Maïga, un intellectuel hors pair, titulaire de 2 doctorats, un doctorat en droit international et un autre doctorat en administration des entreprises. Il était jusque-là le ministre de l'administration du territoire et il va occuper désormais les fonctions de chef du gouvernement malien. Et comme on le voit, la situation est très calme, contrairement à ce que des voix étrangères telles que des médias étrangers, médias français surtout,
ont voulu faire croire il y a une transition pacifique au Mali et la vie continue, la transition continue, la lutte contre les groupes armés, les groupuscules terroristes qui attaquent les populations, la lutte continue contre ces derniers, de même que les groupes séparatistes, et on espère que la situation va s'améliorer avec un changement aussi de régime du côté d'Abidjan afin de permettre une collaboration, une coopération étroite entre les deux pays et pour le bonheur des populations. Voilà, vous êtes voilà, sur Elvic TV en compagnie d'Isa Kofi. Avant de partir, je vous invite à liker et à partager, c'est important. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des alertes et des notifications. Chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo, ou chaque fois que nous sommes en direct, on se retrouve au cours de la journée. Vous aurez plusieurs vidéos pour couvrir l'actualité locale, africaine. Et puis aussi, on se retrouve le soir pour notre direct où vous prenez la parole. C'est vous, les web spectateurs et téléspectateurs, donc qui faites le direct. Vos opinions nous intéressent, donc nous serons là pour vous toute la journée. À tout à l'heure. C'était Isa Kofi, depuis les studios d'Elvic TV.